Salut Céline. Bonjour Vanessa. Alors merci d'être mon invitée sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Merci à toi. On va parler d'un sujet toutes les deux qui te tient à cœur et moi aussi, du coup, de parler de ce sujet-là. Mais avant, je vais te présenter pour les personnes qui vont nous écouter. Donc, tu es fondatrice de l'agence social media Belle et Hugo depuis 2019. Tu me dis si je me trompe, hein, des fois, je peux avoir des petites coquilles. Tu es la créatrice du réseau féminin Les Entrepreneurs Bienveillantes, qui à la base est basé sur Bordeaux. Mais il y a un développement qui se fait au niveau national et ça c'est top et j'en fais partie notamment moi sur la région nantaise. Je suis récente mais bon quand même. Et voilà, et ce réseau-là, Tout à fait. Génial. Il est autour de l'écologie, les valeurs d'éthique, féminisme aussi, l'empowerment. Enfin, il y a plein de sujets en fait au niveau autour de la femme et qui sont importants, et notamment aussi l'écologie. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu es créatrice également d'une communauté très récemment, les entrepreneurs hypersensibles. Donc, tu as commencé à créer. Pour l'instant, avec le Covid, il n'y a pas eu de rencontre physique, mais tu es, en tout cas, sur Instagram présent. On va revenir dessus tout à l'heure. Et tu es également, avec tout ça, maman de 2 enfants. Dis-moi quel âge ils ont, tes enfants? Alors, ils viennent d'avoir 7 ans et 3 ans déjà. Ouais. Donc, un garçon et une fille. Enfin, une fille et un garçon, si je fais dans l'ordre. C'est ça? Oui, c'est ça. Une grande fille et un petit garçon, tout à fait. Alors, dis-moi juste comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes, pour gérer justement ces deux réseaux, cette entreprise de Belle Hugo, être maman. Enfin voilà, comment fais-tu? C'est quoi ton secret? Écoute, déjà, merci infiniment pour cette présentation. Sincèrement, c'est pas parce que c'est toi, mais je pense que c'est la présentation la plus complète et la plus juste. Enfin, tu t'es pas trompé dans les dates ni dans les termes. Et souvent, oui, bien sûr, ça arrive quand on présente de faire une petite erreur. Et j'en veux jamais à personne, hein, c'est tout à fait normal. Mais merci beaucoup. Enfin, c'est exactement ça. Et en fait, ça fait très bizarre parce que quand tu es dedans, tu te rends pas compte en fait qu'il y a tous ces projets qui sont en parallèle et qui cohabitent les uns avec les autres. Et en fait, ta question, je pense, va amener la thématique du jour, puisqu'en fait, je me demande des fois si justement, je n'ai pas besoin de tous ces projets qui sont liés les uns aux autres, bien sûr, qui font que grâce à eux, je peux me constituer et un écosystème idéal pour m'épanouir personnellement, professionnellement, sur des plans créatifs, etc. Mais aussi un écosystème qui me permette d'initier les actions que je veux et en fait qui s'imbriquent les uns les autres. En fait, chaque projet, que ce soit effectivement les entrepreneurs hypersensibles et bienveillantes, l'agence Belle Hugo, s'imbriquent les uns dans les autres et me permettent de me créer un petit peu ma vie idéale, mais aussi de mettre en action, plutôt de lancer des actions qui me permettent d'arriver à mes objectifs, qui sont effectivement d'essayer de faire un peu mieux sur plein de sujets, que ce soit des sujets entrepreneuriaux. On va peut-être rentrer dans les détails par la suite, mais comment je fais? En fait, je me rends pas compte de ce que je fais. Et pareil pour l'hypersensibilité, je pense que c'était la même chose. Je ne me rendais pas compte que c'était une composante de personnalité, et on pense que tout le monde est pareil que soi, qu'on est peut-être juste un peu bizarre parfois, ou qu'on est nul, hein, disons-le clairement. Moi, ça a été mon sentiment pendant très très longtemps. D'ailleurs, des fois, ça revient, et je pense que c'est normal, ça fait partie du processus. Mais on se rend pas compte, en fait, qu'il y a tout ça, et en fait, c'est peut-être beaucoup d'organisation aussi. Mais j'ai besoin, en fait, d'avoir toutes ces cases ouvertes, qui cohabitent les unes avec les autres. Et en fait, ça me permet de m'inspirer, parce que ça crée des sphères avec des personnes souvent différentes, qui m'inspirent, qui me nourrissent, et j'ai besoin de tous ces domaines variés et enrichissants, en fait, pour justement passer d'un secteur à un autre, tirer les meilleures conclusions dans un domaine, mais les amener aussi sur un autre plan, créer des ponts, créer des liens. Je pense que c'est aussi comme ça que fonctionnent les hypersensibles. Donc, j'ai longtemps lutté contre ça, et dans le monde salarié, on peut pas faire ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être wild et de correspondre à ce que je veux, sans trop me soucier de si ça paraît désordonné de l'extérieur. Dans ma tête, c'est bien rangé, parfois. Ouais, non, je trouve pas que ça fait désordonné, au contraire.
ça fait justement une personne qui est engagée, impliquée et avec des belles valeurs, quoi, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. En tout cas, tout ce que tu peux lancer, je trouve ça génial. Alors, merci. Quand on parle d'hypersensibilité, du coup, moi, j'ai été faire des petites recherches aussi sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on compte à environ 10 millions de Français qui seraient donc hypersensibles. Et donc, comme tu l'as dit, c'est de cette hypersensibilité dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast pour mieux comprendre en fait ce trait de caractère qui, je trouve, peut être méconnu de la part des personnes qui ne le vivent pas et qui ne le comprennent pas. Donc, ça va permettre de mieux le connaître aussi. Je voulais te lire une définition que j'ai trouvée. C'est la première phrase de Wikipédia et je veux avoir ton retour là-dessus. C'est noté, l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, eh bien, oui. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord, mais pour moi, c'est une toute petite partie en fait de la définition. Donc au final, cette définition, on pourrait dire qu'elle est presque erronée parce qu'elle est incomplète. Et si une définition est incomplète, elle est fausse en fait. Ça, c'est une toute petite partie de l'hypersensibilité parce qu'il y a énormément d'indicateurs en fait. Mais oui, bien sûr, la plupart des hypersensibles se retrouvent dans cette définition. Seulement, c'est qu'un petit pourcentage des composantes de cette hypersensibilité. Si tu veux, pour juste reprendre mon exemple, et je pense pour en avoir parlé à plusieurs personnes hypersensibles autour de moi, que je suis pas un cas isolé. Moi, j'ai toujours vécu mon hypersensibilité. En fait, j'ai toujours su que j'étais hypersensible, mais sur des moments en fait courts et qui étaient plutôt négatifs, effectivement. Donc, ça correspond à cette définition, c'est-à-dire que c'est plutôt des instants où on va se retrouver en état d'hypersensibilité. Et que ce n'était pas quelque chose en fait qui faisait complètement partie de moi et qui était un trait en fait durable qui impactait plein d'autres choses, mon mode de fonctionnement, mon rapport au monde, mon rapport aux autres, ma vision du travail, enfin tout un tas de choses en fait. Et ça, je ne le savais pas et je l'ai découvert que très très récemment. Donc en fait, quand on se base sur cette définition de Wikipédia, ça va pas nous aider beaucoup parce que ça va pas nous amener en fait à tout le reste qu'il y a à explorer. Et moi qui essaie vraiment de creuser le sujet et j'y vais de manière très holistique sur tous les plans possibles et inimaginables, c'est extrêmement vaste en fait. Et je pense que comme pour tout ce qui est neurosciences, etc., on en a encore qu'au tout début, qu'aux prémices en fait des analyses sur ce sujet, mais c'est passionnant, ça regroupe de la psychologie, de la sociologie, de la génétique, il y a vraiment de tout en fait dedans. Donc en fait, il faut aussi juste se dire que cette définition, il lui manque quelque chose. Si on veut partir juste de la haute sensibilité, c'est que la haute sensibilité, oui, ce sont les émotions, mais il y a aussi les sens. C'est-à-dire que il y a une hypersensibilité sensorielle, une hypersensibilité émotionnelle. Donc la plupart du temps, et moi par exemple c'est mon cas, je sais que j'ai des sens, mais pareil, je savais pas en fait que j'étais pas anormale, mais disons que j'étais en minorité. Je me rendais pas compte que oui, effectivement, je sentais les odeurs. Alors pendant la grossesse, autant te dire que c'était décuplé, que je sentais les odeurs vraiment. Enfin, quand il y avait une odeur qui était inconfortable et qui pouvait se dégager à l'autre bout de la pièce, même si la pièce était grande, pour moi c'était horrible. L'odeur de cigarette, par exemple aussi, c'est un enfer pour moi. Enfin, tout ça, la vue, on est très vite ébloui quand il y a des lumières blanches. Alors tous les hypersensibles n'ont pas tous les sens exacerbés, ça s'appelle l'hyperesthésie, mais en général on en a au moins un ou deux. Et après l'hypersensibilité émotionnelle, ça oui, ça c'est une vraie composante qui joue sur plein de choses, plein d'aspects. Et ça, moi, c'est quelque chose que c'est peut-être même plus par ça en fait que j'ai découvert, que j'ai confirmé mon hypersensibilité, parce que les émotions, autant les sens, on peut essayer d'en faire en abstraction parfois, ou on peut en tout cas se mettre dans des environnements propices à ce que voilà ça se passe bien. Autant les émotions, tous les jours il y a des événements, il y a des choses, il y a des gens qui voilà vous font renaître ces émotions. Et quand on est hypersensible,
c'est presque comme de la bipolarité où on peut, sauf que ça n'a rien à voir parce qu'un bipolaire en fait c'est sur des temps plutôt longs. Un hypersensible va presque faire le bipolaire sur une demi-journée. Il va ressentir une émotion joyeuse, il va être dans tous ses états, il va être exalté, il va être heureux sincèrement, mais voilà, puissance 1000. Quand une personne, on va dire non hypersensible en tout cas, c'est difficile du coup d'appeler les autres. On va pas les appeler les non sensibles parce que c'est faux. Tout le monde est sensible et tout le monde a besoin de se reconnecter à sa sensibilité. Mais disons ceux qui sont pas hypersensibles vont juste être un peu plus stone. Enfin, ce sera pas encéphalogramme plat, mais disons que la ligne sera un peu moins entre haut et le bas. Et puis on peut aussi dans cette même demi-journée faire un gros down, c'est juste pour une conversation téléphonique ou une petite remarque et voilà. Donc il y a aussi beaucoup de faux diagnostics pour l'hypersensibilité. Donc c'est aussi pour ça que je souhaite éveiller les consciences à ce sujet-là. Alors tout à l'heure justement tu disais que tu l'as toujours su. Donc Oui. depuis ton enfance, tu sais que tu as cette sensibilité. Elle se déclarait peut-être pas autant, c'est ça, ou ça se manifestait par des bribes, enfin des instants plus forts que d'autres. Oui. Alors comment tu savais que tu as su, parce que l'hypersensibilité, on en parle depuis, récemment de ce terme-là. Enfin, moi, j'avais pas connaissance de ce mot-là, mais c'est vrai que quand on n'est pas touché, je sais pas, on fait peut-être pas de lien. Mais comment tu as pu mettre un mot dessus? Alors c'est très récent, mais si tu veux, pour parler des enfants, comme tu m'as expliqué que tu as une petite personne dans ton entourage qui était concernée, moi j'ai toujours été une enfant effectivement très sensible, mais pareil, c'était toujours des qualificatifs qu'on me donnait ou que je me donnais moi-même. Parce que je me rendais bien compte que j'étais parfois plus sensible ou plus émotive que les autres, mais plutôt au côté négatif et le côté ponctuel. Donc c'était, par exemple, je vais te donner des exemples très très stupides, mais tant pis. Je regardais un dessin animé, donc à Walt Disney, Rox et Rookie ou Bambi, et j'avais 3 ans et demi, 4 ans, donc c'est tout petit, c'est peut-être pas des moments où tu vas pleurer, et moi je pleurais toutes les larmes de mon corps en voyant les mamans de dessins animés mourir, ou Dumbo qui était dans un cirque coupé de sa mère. Voilà, donc c'est des exemples. Les animaux c'est très fort, c'est très présent chez moi. J'ai jamais compris les injustices en fait qu'on leur faisait subir. Donc voilà, ça c'était un indice. J'ai toujours eu une forte empathie. C'est vrai que j'ai un mal fou à ne pas me mettre à la place des autres, et donc du coup souvent c'est moi qui ai peut-être fait des concessions, qui me suis mise un peu en retrait, ou j'ai eu beaucoup de mal aussi, tu sais, à vouloir être la championne, à vouloir faire de la compétition. Au bout d'un moment, en fait, ça me désintéresse totalement, en fait. Ça m'agace profondément. Et du coup, je préfère, en fait, laisser la place, la dispute, en fait, entre d'autres personnes et moi me concentrer sur autre chose. Il y a d'autres indices aussi comme les injustices. C'est très difficile quand on est hypersensible, je pense, de passer à côté des injustices. Et c'est là aussi où on se trouve des ressources en nous, où on puise en fait en nous une force qu'on se soupçonnait pas, que ce soit pour se protéger soi d'une injustice, mais surtout pour protéger les autres en fait. Moi, j'ai plein d'exemples, alors beaucoup avec les animaux aussi, mais avec des personnes de mon entourage, des amis, de la famille, des collègues, où j'ai assisté à des scènes qui me semblaient profondément injustes, et de m'être découverte, pas, j'allais dire presque méchante en fait, mais ça c'est dans mon regard où je me dis mais oh là là, je me reconnais pas, enfin là je fais preuve presque de violence verbale, etc. Mais en fait c'était quelque chose en fait qui me touchait tellement profondément dans mon cœur que je trouvais ça terrible de pas réagir, et je comprenais pas pourquoi autour de moi personne ne réagissait. Et du coup, c'est là où tu vas te surpasser en tant qu'hypersensible, tu vas y aller, tu vas faire preuve d'un courage que tu ne te soupçonnais pas. Donc voilà, tout ça c'était des indices, disons dans ma jeunesse, mais je pensais que que ce n'était pas lié déjà, et puis que c'était juste des moments ponctuels. Et en fait, c'est quand j'ai repris mon activité de community manager freelance, donc après la naissance de mon deuxième bébé, il y a 3 ans, j'ai lu un article d'une autre freelance qui parlait de pensée en arborescence. Et là, en fait, c'est à partir de la lecture de cet article, je découvrais le terme, et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est l'histoire de ma vie. Pourtant, j'avais vraiment lu déjà beaucoup de choses en développement personnel, etc., mais jamais j'avais lu ça.
Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, j'ai commencé à explorer ça par des recherches sur Google, ensuite par des livres, et très vite, je suis arrivée effectivement sur l'hypersensibilité, dont la Bible, entre guillemets, le livre de Helen Aron, qui est en fait la docteure, donc la psychiatre aux États-Unis, qui est elle-même hypersensible et qui a consacré sa vie, en fait, voilà, sa fin de sa vie récente plutôt, les dernières décennies de sa vie, à des travaux sur l'hypersensibilité, mais surtout qui a qualifié ce terme d'hypersensible et ce trait de personnalité, cette composante psychologique vraiment induite chez certaines personnes. Et d'ailleurs, elle propose aussi une grille comment on peut dire, autodiagnostic, mais diagnostic, c'est pas vraiment le terme. Bref, donc j'ai lu ces livres, j'ai fait les grilles de test, effectivement, tout indiquait, et ce n'est que très très récemment, puisque ta question c'est comment moi je me suis vraiment découverte hypersensible. Ce n'est que, alors c'est en septembre je crois, que je me suis autorisée, non même pas, c'était cet été, je sais plus, fin de l'été dernier, que je me suis autorisée à aller voir un psychologue, voilà, très récemment, il y a quelques temps, donc 2 ans et demi après cette découverte et toutes ces lectures, etc., que je suis allée voir un psychologue et qu'effectivement j'ai fait c'est un test de dépistage, hein, c'est pas un test de diagnostic extrêmement poussé, c'est beaucoup plus synthétique, pour effectivement dépister l'hypersensibilité. Et il m'a dit effectivement, donc vu les pourcentages qui en sont ressortis, j'étais automatiquement hypersensible, c'était sûr, mais qu'en plus, lui me conseillait d'aller plus loin. Donc là, ça va peut-être te parler par rapport à... Je sais pas si tu veux en parler par rapport... Voilà. Donc c'était le... Il n'y a pas de souci. Alors oui, d'accord. Donc par rapport à ta fille ou quoi, je ne sais pas effectivement quel test vous avez passé, mais lui m'incitait fortement à passer des tests de HPE et puis d'autres, mais disons que pour l'instant ça me convient très bien déjà ce terme d'hypersensible, parce que c'est quelque chose en fait. Alors, je t'ai dit, hein, je creuse vraiment le sujet pour essayer de comprendre pourquoi on parle souvent d'hypersensibilité reliée au terme HP et qu'on parle pas beaucoup d'hypersensibilité tout seul, alors qu'il y a aussi des hypersensibles qui ne sont que hypersensibles et pas HP. Et en fait, lui me recommandait effectivement d'aller explorer le HPE parce qu'il y avait potentiellement aussi une piste par là. J'en suis pas là, mais voilà, c'est comme ça que... HPE, oui. C'est haut potentiel émotionnel, on est d'accord, c'est ça? Exactement, oui, pardon. HPE, c'est haut potentiel émotionnel, et il y a aussi autre chose qui est le HPI, haut potentiel intellectuel. D'accord. Est-ce que tu peux nous revenir sur aussi la pensée en arborescence qui a été un déclic pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi en fait? Oui, tout à fait. Excuse-moi, au moment où tu l'as dit, j'y pensais aussi. Je me suis dit, mince, je suis passée un peu vite sur cette notion. Il y a tellement à en dire, c'est fou, hein. C'est pour ça aussi que tu sais, j'ai jamais trop aimé prendre la parole par le passé, justement du fait de cette pensée en arborescence, parce que je sais que en fait j'ai plein d'idées en fait toujours qui se bousculent dans ma tête, et du coup ça fait souvent brouillon, et j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à prendre la parole. C'est quelque chose que je travaille pas, c'est juste en pratiquant en fait, j'essaie de réorganiser mes idées. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était aussi parce qu'il y avait un foisonnement, et donc que ça pouvait être aussi bien dans mon travail qui me demande pas mal de créativité justement et d'idées tous les jours, quotidiennes. Mais moi, je me suis toujours sentie beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Et d'ailleurs, j'avais de très bonnes notes, que ce soit en philo, en littérature ou quoi, dès qu'il fallait faire une rédaction, parce que justement, j'avais un petit peu plus de temps pour organiser mes idées. Je n'en manquais pas, mais au moins, elles étaient bien rangées. Donc, c'était compréhensible. Alors que quand je parlais à quelqu'un, souvent mon interlocuteur était perdu, ou moi-même, j'allais trop loin du fait de cette pensée en arborescence. Pourquoi ? Parce que effectivement, on dit pensée en arborescence, on a l'image d'un arbre en tête. Un arbre, qu'est-ce qu'il a ? Il a un tronc, mais après il a des branches. Et il a des branches qui donnent naissance à d'autres branches, et une autre, et une autre, et une autre. Et voilà. Et ça peut s'étendre. Et en fait, quand nous on réfléchit, alors je pense que tout le monde fonctionne comme ça, mais probablement, donc d'après mes lectures ou quoi, hein, je suis pas spécialiste du domaine, je n'ai pas fait d'études en psychologie ou en neurosciences, mais de tout ce que je lis. Il semblerait que tous les humains, effectivement, aient cette pensée en arborescence, mais que chez les hypersensibles, comme chez les hauts potentiels, ce soit surdéveloppé, et qu'on ait beaucoup de mal à fonctionner de manière linéaire, de manière
un plus un plus un en process bien cadré. Parce que, en fait, on a ce foisonnement d'idées et une idée en fait naître 3 autres. Et ensuite, ces 3 mêmes idées vont faire naître encore 3 autres, et etc., et etc. Et nous, dans notre petite tête, la plupart du temps, on n'a pas de mal en fait à revenir à nos branches antérieures et donc à nos idées antérieures et à reprendre la conversation et même à bifurquer, mais aussi à reprendre et à aller sur l'autre sujet et reprendre. C'est pour ça aussi que tu vois, ça se transpose aussi dans la vie en fait. Et moi, je sais que j'ouvre toujours beaucoup d'onglets, j'ouvre beaucoup de projets, mais j'ai besoin de ça en fait. On peut avoir l'impression qu'il y a plein de choses inachevées et ça, c'est aussi le drame de ma vie. C'est du coup, il y a plein de choses en même temps parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Si j'en avais qu'une, j'arriverais pas. En fait, je ferais du surplace. Il y aurait rien qui me nourrirait. Mais par contre, c'est vrai que tout du coup peut-être prendre un peu plus de temps parce que il y a aussi ce côté perfectionnisme et voilà, et tout avance en même temps. Il y a plein d'idées en fait qui se chevauchent. Donc la pensée en arborescence pour moi c'est ça et franchement le fait de savoir que ça existe, ça a été mais un soulagement immense, vraiment immense parce que vraiment je me suis toujours butée en me disant mais mince mais pourquoi je me suis vraiment sentie mais stupide d'innombrables fois pour des choses qui me semblaient banales et extrêmement simples par rapport à d'autres choses que je faisais. Et je me disais mais pourquoi je n'y arrive pas, j'arrive pas à me contraindre à ça, je n'y arrive pas. Et en fait voilà, je me dis bon, c'est pas une excuse en soi, ça se travaille aussi, mais au moins je sais pourquoi, c'est parce que j'ai quand même un mode de fonctionnement naturel qui n'est peut-être pas celui de la majorité des gens. Donc forcément, parfois, ça crée des situations un petit peu cocasses. Voilà, j'espère que c'était assez clair. D'ailleurs, oui, très, très clair. Merci beaucoup, Céline. J'ai noté le 3 octobre 2018, en regardant ton compte Instagram, tu as parlé d'hypersensibilité, et je vais te citer. Tu as dit « L'empathie, Wow. comme tu parlais tout à l'heure, l'empathie incontrôlable a d'abord été un handicap avant de devenir un super atout. » Et je voudrais bien justement que tu reviennes sur ces deux facettes. Le fait que ça a été handicapant, tu l'as un peu exposé là d'ailleurs en disant que justement tu avais eu l'impression d'être stupide ou et à la fois maintenant l'atout. Quel est l'atout voilà, sur les deux facettes? Est-ce que tu peux nous expliquer cette particularité? Oui, tout à fait. Alors, je sais pas si je vais utiliser les bons mots pour l'exprimer parce que c'est encore work in progress dans ma tête, mais disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que j'ai quand même passé un cap. Disons peut-être à partir du moment aussi où je sens que j'aide les autres à être eux-mêmes et à leur dire, mais en fait, tu as le droit d'être comme ça. Et en fait, c'est en me rendant compte, déjà que j'étais pas toute seule, donc que l'hypersensibilité c'était vraiment une composante et qu'on était plein et que on avait effectivement cette sensibilité pas par hasard, si tu veux. Dans le livre, après je reviens, t'inquiète pas à ta question. Dans le livre de Helen Aron, il y a quelque chose qui est expliqué, c'est que il y a aussi une part de il y a aussi une part de génétique. C'est-à-dire que pourquoi les hypersensibles représentent 15 à 20% d'une population en général, population qu'on peut même qualifier peut-être de troupeau, d'espèces, c'est qu'en fait, nous, on va être plus sensible au danger, on va être plus sensible à certaines ondes négatives, on va être plus sensible quand il y a quelque chose qui craint un petit peu. Et là, on va alerter tous les autres. On va leur dire non, là attention, là faut pas y aller. Ou attention, là il faut qu'on change parce que là, sinon il va se passer quelque chose de dramatique pour tout le groupe. Et en fait, ça va peut-être paraître un peu spirituel, mais je pense que de toute manière l'époque est comme ça. Aujourd'hui, tu vois, je suis convaincue que les hypersensibles de l'époque doivent s'affirmer, doivent vraiment pas prendre le lead parce que c'est pas ça hypersensible, c'est plus éveiller les autres et leur dire attention parce que là on est peut-être dans une société effectivement qui va mal et on peut peut-être justement incorporer plus de sensibilité pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et non seulement ça sert les hypersensibles parce que eux ont besoin de ça, mais ça sert le monde aussi. Donc je suis convaincue qu'ils ont vraiment un rôle à jouer, comme les femmes d'ailleurs. C'est pour ça aussi les entrepreneurs bienveillantes. Et puis les femmes sont, pour plein de choses, aussi l'éducation, plus connectées à leur sensibilité. Donc plus dans le care, plus dans la protection, etc., le long terme. Donc c'est vrai qu'avant, j'avais pas conscience du tout de ça. Avant, mon empathie, c'était quoi? Très concrètement, c'était pleurer quand quelqu'un était pas bien dans une situation de détresse où il pensait pendant plusieurs jours. C'était être qualifié de bisounours. C'était passer pour la naïve alors qu'en fait, j'avais juste envie d'essayer de me mettre à la hauteur de quelqu'un et je lui faisais pleinement confiance. C'était des choses comme ça. Et en fait,
Aujourd'hui, tout a changé. En fait, il y a eu un basculement. J'ai cessé de porter un masque pour essayer d'être comme les autres. Aujourd'hui, j'ai enlevé ce masque et je me suis dit non, mais en fait, c'est pas moi qui dois m'adapter aux autres. C'est cette société qui parfois ne va pas bien. Et les gens, en fait, qui sont peut-être brutaux, qui manquent d'empathie, qui sont déconnectés d'eux-mêmes, c'est eux en fait qui doivent changer pour eux, pour se faire du bien à eux en premier lieu, mais aussi pour voilà, pour servir tout le monde en fait. Donc je pense que quand on est hypersensible, à moins d'avoir été vraiment heurté, d'avoir été d'être encore dans ces colères ou dans il y a tout un tas d'aspects psychologiques à prendre en compte bien sûr. Mais je ne pense pas qu'on veuille le mal entre guillemets. Et de toute manière, on ne naît pas mauvais. On ne naît pas mauvais qu'on soit hypersensible ou pas. Et je pense il faudrait vraiment revenir à des valeurs fondamentales, à des valeurs ressources pour guérir un peu ce monde et faire en sorte que demain ça aille mieux. Et cette hypersensibilité, aujourd'hui, j'ai pleinement confiance en elle parce que je sais qu'elle sert le bien. Et pour moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un moyen d'action formidable, un levier pour fédérer d'autres personnes, qu'elles soient hypersensibles ou pas, mais en tout cas pour essayer d'embarquer un maximum de monde dans la bonne direction. Et moi-même, je ne prétends pas tout savoir ou aller dans la bonne direction systématiquement, mais je m'inspire au maximum de plein de gens, de profils les plus variés possibles pour justement essayer à chaque fois de viser au plus juste quand je délivre des messages ou quoi que ce soit et je pense qu'il faut rester humble aussi, c'est l'intelligence collective qui primera. Donc aujourd'hui mon empathie je l'utilise comme ça et puis dans mon travail c'est quelque chose qui me sert énormément forcément parce que non seulement mes clients, j'ai une relation toujours vraiment proximale en fait, c'est vraiment une relation de proximité. La plupart de mes clients deviennent presque mes amis, mes collaborateurs deviennent mes amis aussi. Enfin, et en fait c'est quelque chose peut-être parfois qui aurait été mal vu dans mes précédents postes salariés ou quoi, parce que on met pas des smileys à toutes les sauces dans les mails professionnels, parce que tout un tas de choses. Mais moi en fait voilà, il y a des choses aujourd'hui que je ne m'interdis plus et ça me sert et après je me rends compte que certaines personnes en fait se libèrent parce qu'elles sont comme moi au fond et font parfois pareil ou voire s'autorisent beaucoup plus ou s'autorisent d'autres choses mais se disent en fait moi aussi j'ai envie de faire ça donc je vais le faire et voilà, donc du coup c'est plutôt porteur cette empathie aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai, du coup, tu parlais au niveau... J'ai du mal à faire des réponses courtes. Pardon. Tu parlais au niveau justement du travail, parce que tu as eu un poste salarié et aujourd'hui, c'est un poste... Enfin, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu expliquais justement il pouvait y avoir plus de limites, on va dire, dans l'entreprise, quand tu étais en salarié, parce que au niveau de ton hypersensibilité, et que aujourd'hui, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans ton activité, tu peux t'exprimer, enlèves ce masque comme tu as dit, et tu peux exprimer vraiment qui tu es et par ta grande sensibilité. Justement, par rapport à ça, tu as créé le groupe Entrepreneurs Hypersensibles. Est-ce que tu peux nous dire comment la relation se fait entre l'hypersensibilité et les montagnes russes de l'entrepreneuriat quand même? Comment tu vois les choses, toi? Oui, ce groupe, je l'ai créé parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'appelle très, très fortement et ça appartient à un projet plus global où il y aura effectivement sûrement des publications qui se feront, des témoignages, des conférences. J'ai envie d'initier tout un tas de choses et puis le mentorat aussi. J'ai vraiment envie, je pense, me reformer aussi sur une thérapie. Alors je dois encore explorer la chose. Je connais la Gestalt, la PNL, etc. L'hypnose aussi, pourquoi pas. J'ai envie de faire ça au mieux, donc je prends mon temps. Mais c'est vrai que ça m'est apparu, en fait, c'est rigolo, à Noël, en fait. Si tu veux, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, et je sais pas si ça appartient aussi à l'hypersensibilité. Mais moi, je sais que, alors que ce soit pour créer une stratégie client, un storytelling ou tout un tas de choses, j'ai souvent, en fait, une longue période d'inspiration, enfin longue, plus ou moins longue, mais d'espèces d'infusion d'idées où je me nourris de plein de choses. J'emmagasine, je ne classe pas, je range rien, je prends plein de choses. Et en fait, je sais pas comment ça va se passer. Je le matérialise pas, je n'ai pas le process dans la tête, mais je sais que tout à coup,
À la fin de ça, maintenant je reste confiante. Avant je stressais si tu veux, mais maintenant je reste confiante parce que je sais qu'à l'issue de tout ça, à un moment et avant la deadline, il y a quelque chose qui va, hop, tu sais, comme dans les bandes dessinées avec la petite ampoule. Et c'est vraiment ça en fait. J'ai à chaque fois une espèce de petit éclair en fait. Et là c'est ce qui s'est passé. À Noël, en fait, c'est rigolo, c'est toujours des moments où tu prends des vacances, où tu t'éloignes un petit peu des tâches, tu sais, quotidiennes et ta routine, en fait. Donc, tu t'extrais un peu de ça. Ça crée du vide, ça crée de l'espace mental. Et là, bah oui, c'est là où il y a les bonnes idées qui arrivent. Et en fait, ça m'a apparu parce que non seulement j'ai une communauté sur Instagram, alors on n'a pas 100 000 personnes, mais c'est une communauté qui est vraiment bienveillante et qui m'inspire vraiment tout le temps. Et en fait, à force d'échanger avec cette communauté, avec les personnes en one-to-one, je me suis rendu compte que oui, j'étais vraiment, vraiment entourée d'entrepreneurs hypersensibles. Comme pour les bienveillantes, j'ai eu la révélation où je me suis dit, en fait, j'ai plein de femmes entrepreneurs autour de moi qui sont hyper axées écologie, éthique, sororité. Elles sont bienveillantes. Elles ont envie de faire progresser et leur profession et elles-mêmes et le monde. Et en fait, j'ai créé un groupe Facebook pour ça. Bah là, pour les entrepreneurs hypersensibles, c'est pareil. J'ai eu la révélation, je me suis dit non mais là, il faut faire quelque chose en fait. Parce que non seulement, je t'ai dit, je pense que ces gens-là, on peut les aider à se révéler par l'entrepreneuriat, mais aussi à faire en sorte d'inspirer les autres et de créer vraiment des choses vraiment bien en fait pour notre société. Donc en fait, je me suis dit je vais commencer par ça en fait, un groupe Insta avec des témoignages pour qu'on se rende compte déjà que ça existe, parce que déjà il faut le faire exister et c'est ce qu'elle a fait aussi, Hélène Aron, c'est qu'elle l'a nommé. Donc en fait, dès que tu nommes quelque chose, ça c'est de la communication humaine, ça fait exister un concept. Et là, entrepreneur hypersensible, je me suis dit mais il y a vraiment un concept en fait. Oui, c'est clair que du coup, quand on est entrepreneur, c'est les montagnes russes en permanence. Et quand on est hypersensible, c'est déjà les montagnes russes de base. Donc disons que on est peut-être entraîné en fait à ça. Peut-être que c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, que c'est quelque chose, disons, qu'on expérimente déjà de manière naturelle, en fait. Donc, l'entrepreneuriat, c'est peut-être une continuité, sauf que dans l'entrepreneuriat, on a une marge de manœuvre. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui nous plaît pas, je vais prendre un exemple encore stupide, mais réel et très concret. Moi, je déteste le téléphone. Alors là, tu vois, on parle et tout, il y a aucun problème. Mais je déteste le téléphone. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'hypersensibles rencontrent, parce que j'ai osé en parler un jour et je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas la seule. J'ai vraiment la phobie téléphonique. Autant parler devant plein de gens. Aujourd'hui, c'est ok. Mais je ne sais pas. Ne pas savoir combien de temps ça va durer, ne pas connaître la thématique de l'échange, peut-être ne pas connaître la personne aussi si tu décroches un numéro que tu ne connais pas. Alors ça, c'est ma peur bleue. Donc ça, tu vois, il y a tout plein de choses. Oui, Il y a tout plein de choses en fait quand tu es entrepreneur hypersensible sur lesquelles tu peux jouer, où tu dis en fait, là, je suis pas salariée, donc il y a personne en fait qui pourra me dire tu dois te comporter comme ça ou comme ça, tu dois travailler de telle heure à telle heure. Là, non, tu peux pas prendre de pause parce que machin. Quand tu es entrepreneur hypersensible, il faut aussi le voir comme ça, c'est que tu crées non seulement ton environnement de travail parfait, idéal pour toi, que tu peux faire évoluer au fil de tes cycles, et encore plus de tes cycles d'ailleurs si tu es une femme, mais vraiment de tes cycles de saison, tes cycles de vie, tes cycles d'émotions, puisque les émotions font pleinement partie de toi. Il ne s'agit pas de les contrôler, mais de les accueillir et aussi d'organiser sa vie autour en fonction de ça. Il faut quand même se rappeler, voilà, on n'est pas des robots, et ça je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, on n'est pas des machines. Et je pense que c'est pas vrai dans toutes les boîtes, heureusement, et ça tend à changer avec la QVT, la qualité de vie au travail. Mais malgré tout, on le voit, il y a encore plein de burn-out. Et puis, on s'auto-fout une pression monstrueuse quand on veut faire plaisir à N+1, etc. Dans le monde du salariat, comme dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, hein, mais disons que dans l'entrepreneuriat, on peut jouer et créer nos propres codes. Dans le monde du salariat, on a quand même des objectifs, etc. Et c'est une tension permanente. Et on doit travailler sur des plages horaires en continu, quasiment. Et quand c'est des tâches très rébarbatives, quand c'est du travail, du deep working très concentré, qu'on doit vraiment approfondir, c'est usant. Enfin, je pense que même là, les gens, ça fait 1 an qu'on est tous en visioconférence quasiment. Enfin, c'est extrêmement fatigant. Ça pompe une énergie terrible. Et
et c'est affreux parce qu'en fait, quand on y pense, tu sais que dans le comité scientifique, alors je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, c'était le cas il y a quelques mois, le comité scientifique qu'ils ont fait pour savoir si on reconfine pas, etc., là, depuis 1 an, il n'y a pas d'experts psychiatrique ou psychologique, et on se dit mais waouh, la santé mentale c'est invisible en fait, et enfin pour eux et en fait voilà, c'est ça. Et donc ça c'est pareil, tu vois, le fait de ne pas mettre de psy dans ce comité scientifique, bah ça invisibilise cette chose-là, alors que c'est juste fondamental, mais c'est fondamental. Donc prendre ce concept d'entrepreneur hypersensible et dire il n'y a pas encore de définition, mais en fait on va la créer parce que ça existe, donc ça manque. Moi, il y a plein de concepts comme ça des fois, je sais pas toi, mais auxquels je pense et je me dis mais mince, il y a pas de mots pour ça, mais ça devrait exister. Et ben là, c'est un peu l'objet de la chose. Donc je vais essayer de théoriser ça avec mes petits moyens et toutes mes enquêtes, qui je pense vont prendre beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu à la base, mais c'est histoire de faire les choses bien. Et en tout cas, ce que je suis sûre d'une chose, c'est vraiment que les hypersensibles peuvent vraiment s'épanouir dans l'entrepreneuriat parce que tous les métiers sont à leur portée, donc ils peuvent vraiment choisir celui qui va leur correspondre. Et en plus, ils peuvent se créer leur environnement de travail idéal, que ce soit dans les conditions de travail ou que ce soit les personnes avec qui ils veulent travailler, dans la collaboration ou dans le rapport client. Moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté de manière totalement intuitive et organique, sans y penser. Et c'est après coup que je me dis mais waouh, mais en fait oui, c'est parfait, c'est ce que je voulais, et je pense que plein de gens peuvent se l'offrir. Voilà. Pour toi, est-ce que ça veut dire que les hypersensibles ne sont, enfin en tout cas la société ou la culture de l'entreprise actuelle en France ne prend pas en compte justement les hypersensibles? Oui, tout à fait. Pour moi, oui, et plus que ça, je pense qu'on ne prend pas en compte aussi les profils, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais atypiques, parce que il y a plein de neuroatypies. Il y a aussi des personnes qui sont autistes, il y a des personnes qui sont, enfin, il y a tout plein de choses. Il y a aussi les HP, puis t'as différents HP, t'as les aussi très haut potentiel. Il y a plein de composantes, et je trouve ça vraiment terrible qu'on ne les prenne pas en compte, et pire qu'on ne les valorise pas, alors on pourrait faire dans les entreprises, au lieu de grilles affreuses avec diplôme, expérience, etc. Et si ça rentre pas dans les cases, oust, on pourrait faire beaucoup plus d'ouverture sur ça, ce qui leur bénéficierait aussi, parce que ces personnes, elles ont des potentiels sur plein d'autres sujets qui seraient complémentaires aux équipes qui sont en place, et c'est une évidence. Et justement alors j'explore le nouveau réseau social, je suis un peu à la traîne, Clubhouse, le réseau d'échanges, vocaux, pardon, et justement dessus, alors c'est génial, j'ai découvert il y a plein d'hypersensibles, et en fait du coup j'ai commencé à explorer les rooms, et ça fait un bien fou, c'est génial en fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et justement dessus c'était rigolo parce qu'à un moment il y avait un échange avec des hypersensibles, dont certains étaient hypersensibles et HP, et c'est ce qu'ils disaient, et dedans il y avait des hauts cadres, des hauts dirigeants, et qui expliquaient ça, effectivement, que eux étaient déçus en fait de voir que ça mettait un temps fou à bouger, parce que dans le monde de l'entreprise actuelle on est encore très comment dire, j'allais dire non, j'ai pas le qualificatif qui me vient. Mais disons que oui, il y a pas d'ouverture sur ce sujet, et c'est dommage parce que ça bénéficierait vraiment à tout le monde. On devrait s'inspirer de la nature. De toute façon, des écosystèmes, c'est quoi ? C'est des choses qui s'alimentent les uns les autres, qui sont parfois très différents, mais qui se complètent. Et en fait, quand on plante des arbres en série, une seule espèce, comme ça, tu sais, des grandes rangées, il y a rien qui se passe en fait. Les arbres n'accueillent pas d'animaux, la faune meurt. Oui, il y a rien en fait, et parce qu'il faut, c'est vrai, de la permaculture, et c'est valable pour nous aussi. Il faut qu'on échange les uns les autres, qu'on se nourrisse les uns les autres, et ça passe par la différence et plein d'alternatives de complémentarité. Tout à l'heure, on a parlé de tes enfants, et tu as parlé aussi de ta grossesse, effectivement, parce que quand on est enceinte, il y a les hormones qui s'émoustillent un peu. Oh oui. Et quand on est hypersensible, comment ça se passe ? Comment ça s'est passé, tes 2 grossesses ? Comment tu les as vécues ?
Alors, bon, déjà, je fais un petit disclaimer. Toutes les grossesses sont différentes et toutes les personnes sont différentes. Donc, ce sera mon expérience, effectivement. Mais si j'essaie de retrouver les points Mhm. communs, disons que sincèrement, vraiment, mes 2 grossesses, c'était les 2 moments les plus heureux de ma vie. Alors, je pense qu'effectivement, j'ai dû avoir un shoot d'hormones assez monumental, mais j'étais très, très bien. Ah, j'ai jamais été aussi forcément imposante à niveau poids, mais je me sentais hyper bien, hyper bien. Voilà. Alors j'étais très malade les deux au tout début, donc disons que ça c'était peut-être le côté pas très fun. Mais j'étais ravie. Déjà, je pense que j'avais vraiment à cœur d'être maman. C'est quelque chose que je portais en moi. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, tu vois, après coup qu'on m'a inculqué. Parce que quand j'y repense maintenant, qu'on voit les discours que je soutiens d'ailleurs sur les personnes qui ne veulent pas d'enfants, et je trouve ça génial en fait de s'affirmer et d'aller en ce sens-là. Donc je les soutiens vraiment à fond et je me remets vraiment en question. Je me dis waouh, est-ce Ouais. que si moi j'avais peut-être pas eu la grand-mère que j'ai eue, la mère que j'ai eue, la tante que j'ai eue, qui me faisait donc penser que une femme sans enfant était une femme égoïste et qui ne pensait qu'à elle et qui avait raté sa vie. Est-ce que j'aurais voulu avoir une enfant, ma première à 23 ans? Alors aujourd'hui, je vais dire oui parce que ma fille est formidable. Et c'est juste ma fille et mon fils sont mes deux plus belles réussites. Je pense comme tous les parents, on regrette jamais d'avoir son enfant. C'est impossible, mais c'est vrai Oui. que je me pose la question. Je pense que dans une autre réalité, si j'avais peut-être pas eu ces discours-là autour de moi, les choses auraient été différentes, c'est sûr. En tout cas, mes 2 grossesses, je les ai extrêmement bien vécues. Et côté émotion, peut-être un peu plus négative, ce qui s'est passé pour moi, c'est que par contre, je suis tombée dans les 2 dans une espèce d'hypocondrie vraiment très très forte. Donc là, quand on dit les hypersensibles, ce sont des D'accord. gens. Alors j'ai découvert l'hypersensibilité après mes 2 grossesses, hein, donc j'étais pas au courant que j'étais hypersensible. Mais pour mes 2 grossesses, disons que j'ai eu une conscience encore plus exacerbée des dangers potentiels et j'étais en focus absolu dessus en permanence, tout en étant bien, hein, mais j'étais constamment en train d'épier Doctissimo, en train de consulter, de regarder, oh là là, est-ce que quand je mange ça, ça fait ça. Donc autant te dire que voilà, j'ai pas mangé 1 gramme de poisson, mais même du poisson cuit, hein, quand j'étais enceinte. Enfin, fruits de mer, n'en parlons même pas. Enfin, je faisais attention à tout. À un moment, je sais même plus comment ça s'appelle, mais qu'est-ce que ça m'a traumatisée. Le CMV, je crois, je sais plus. Une maladie pour ma 2e grossesse qui venait de trouver sur les jeunes enfants. Et donc, il fallait surtout pas toucher les jeunes enfants quand tu étais enceinte, parce qu'il pouvait y avoir des répercussions fatales sur le Ah ouais, fœtus. Et c'est d'accord. quelque chose dont on parlait pas trop. Et je suis tombée par hasard dessus sur Doctissimo. Et alors là, ça a été une psychose Mm. jusqu'à la fin. Donc voilà, donc j'étais plutôt ce genre de femme enceinte-là, mais ça, je l'intériorisais, donc les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais par contre, moi, voilà, je sais que j'étais quand même dans l'hypocondrie, parce que peut-être j'avais plus conscience, en fait, de ce qui pouvait se passer de négatif, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà. Ouais, c'était plus, oui, toi, tu as gardé Oui. ça pour toi et tu l'as pas forcément Non. Mm. exposé aux autres. Ils l'ont pas Ah oui, il y forcément. a quelque chose, Ouais. Bon, effectivement. c'est vrai que du coup, c'est quand on est enceinte, on est un. Pardon. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai pas dit d'ailleurs depuis le début, mais que ce soit enfin, en fait, très jeune, hein, quand j'étais enfant, je me suis très vite rendu compte que cette hypersensibilité dérangeait, et qu'il y avait pas que ça. D'ailleurs, il y avait plein d'autres de traits en fait qui étaient peut-être des fois un peu trop. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à porter un masque, mais sans se rendre compte. Tu sais, cette espèce de faux self, tu ne t'en rends compte que quand tu lis des bouquins et que tu Mm. te dis waouh, Ouais, bien sûr. ok, en fait, j'en suis là. Et ça, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de déconstruire et d'effacer, c'est ce faux self. Et aujourd'hui, c'est pour ça que parfois, on a peut-être l'impression sur certains posts Instagram ou quand j'écris des choses ou quand je parle, que je me montre vulnérable et peut-être même parfois, bah oui, surexposée à de la critique ou des choses où des gens peuvent très facilement se servir de certains éléments pour enfin, et ils le font pas hein, d'ailleurs, donc tu vois, autant c'est pour ça que je continue. Mais en fait, il faut faire ça parce que ça permet aussi aux autres de le faire et vraiment, voilà, on est vraiment tous composés de la même chose au fond, qu'on soit hypersensible ou pas. Et on est fait de cette humanité-là. Il faut Mm, normaliser bien la sûr. normalité, en fait, et arrêter de porter des Mm. masques. Voilà, bon là, du coup, cette fois-ci, c'est à toi de parler, pardon, c'est pas moi qui me suis perdue. Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être
hypersensibles ou le masque, il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent l'avoir parce que par l'environnement, l'expérience de l'école ou pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui fait que les personnes peuvent ne pas être elles-mêmes et porter un masque. Moi, je parle souvent de bouclier. Mais voilà, c'est pareil, en fait, ça revient à la même chose. Du coup, comme tu le disais, ma fille a été repérée comme ayant une hypersensibilité. Et je voulais savoir, alors je sais que peut-être qu'en Podmini, les conseils vont être réduits, mais je me dis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes justement qui ont cette haute sensibilité et aussi à leur entourage qui connaissent pas forcément ce trait de caractère comme il faudrait. Oui, alors premier conseil, déjà ce serait alors pour les enfants, encore une fois, voilà, je suis pas psychologue donc je ne sais pas si mes conseils seront les meilleurs, mais moi, en tant qu'hypersensible et en tant que maman d'enfants hypersensibles, je vous intéresse vraiment du coup à explorer ce sujet. Donc première chose à faire peut-être, ce serait effectivement de se tourner vers des thérapeutes ou des psychologues qui s'y connaissent bien, de prendre le livre de Helen Aron, de le lire, de le lire déjà vous, mais aussi de le faire lire. Donc par exemple, j'écoutais une femme sur Clubhouse qui me demandait pareil un conseil. Elle me dit oui, mais moi mon mari il comprend pas, il me trouve extraterrestre, etc. Et je dis mais Christine, en fait prends ce livre, toi tu l'as lu, mais tu le mets entre les mains de ton mari. Tu dis écoute, il y a certaines choses voilà qui font partie de ma personnalité contre lesquelles je ne peux pas lutter, ou alors je passe toute ma vie je serai un imposteur envers moi-même et je ne serai pas qui je suis vraiment, et c'est dommage parce qu'en fait je pense que je peux offrir plein de choses à toi, à d'autres gens et puis à elle-même. Et du coup voilà, donc je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter en fait à tomber le masque totalement et à s'assumer en tant qu'hypersensible et à le dire en fait, parce que c'est pas une tare, c'est un don, c'est pas non plus être mieux d'ailleurs, hein, c'est juste une particularité qui permet oui, il y a certaines choses où vous êtes moins bon peut-être, où vous allez prendre peut-être plus de temps, etc. Mais il y a tellement plein d'autres choses à explorer en fait, et ne serait-ce que la quête de soi, je pense que c'est hyper important, et quand on est hypersensible, on a encore plus envie de ce que j'ai compris, donc tout fait sens, de creuser cet aspect-là et de mieux se connaître, parce que c'est génial quand on se connaît mieux, on aide vraiment les autres aussi, et ça rejoint aussi cette idée d'empathie en fait, d'essayer de comprendre l'autre et de l'aider, de le faire avancer, etc. Donc mon conseil ça va être ça. Et puis pour les enfants, donc oui, ce que je te dis c'est que je reviens sur ma branche, je suis pas psychologue, mais je me demande aussi, tu vois, si il faut leur en parler de manière répétée en fait, leur vraiment qualifier la chose. S'ils ne souffrent pas, si on remarque pas de moments de faiblesse ou quoi, je pense que il y a peut-être pas besoin de dire parce qu'en plus le mot hypersensible, peut-être qu'il évoluera avec le temps, peut-être qu'aujourd'hui on utilise ça parce que c'est le seul mot qui existe, mais peut-être que ce mot il viendra à changer. Il y a déjà Saverio Tomasella qui en a inventé un autre qui s'appelle ultra sensible. Il préfère parce que c'est peut-être plus sympa. c'est plus chouette pour les personnes hypersensibles, parce que c'est vrai que l'hyper ça fait penser à trop tout de suite, donc hors des cases, donc pas valide. Oui, et du coup voilà. Je me demande si c'est bien de lui dire. Moi, ma fille, je lui dis que sa sensibilité, c'est son cœur, en fait, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'elle a. Et que c'est quelque chose qu'il faut qu'elle garde. Je sais que, là, si tu veux, l'autre jour, on a regardé un documentaire animalier, mais il y a personne qui meurt, hein, pourtant. C'était un bébé zèbre qui retrouvait sa maman. Et je te jure, moi, je regardais, je me pinçais les lèvres pour pas, voilà, je disais, ne pleure pas. Et je regarde en face, dans le canapé en face, et je voyais ma fille qui faisait pareil, et puis elle avait les yeux remplis de larmes. Alors, elle a 7 ans, tu vois. Et elle est partie dans sa chambre, et je suis allée la chercher, je lui ai dit, écoute, maman, c'est pareil. J'ai dit, ma puce, c'est trop beau. Je lui ai dit, écoute, c'est vrai, on est dans une société, tu sais, qui valorise pas les larmes. On en parle de plus en plus, c'est bien, mais en fait, c'est magnifique, les larmes. C'est pas que j'allais dire, c'est pas que de la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse. C'est pas que de la tristesse.
c'est aussi vraiment un beau cadeau parce que justement, ça montre à quel point on peut être touché par quelque chose, on peut être ému. La beauté peut nous faire pleurer. Là, c'était de la beauté. Typiquement, c'était exactement ça. On était émus aux larmes toutes les deux. Et donc, je lui fais plus comprendre que par le terme hypersensibilité, je lui parle d'amour et effectivement d'empathie, d'une forme d'intelligence aussi, parce qu'il y a tellement d'intelligence possible. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est effectivement une forme de l'intelligence parmi tant d'autres. Il y en a plein. Moi, je sais que je pêche complètement dans l'intelligence géographique. Je suis nulle, mais je suis une catastrophe. Mais l'intelligence du cœur, elle est là. Voilà. Non, mais c'est passionnant à t'écouter parce que du coup, justement, il y a dans tes mots, il y a beaucoup de tendresse et de jolis mots justement qui met aussi en avant ce trait de caractère, comme plein d'autres qui sont aussi très intéressants et qui aident et qui sont une force en fait pour chaque personne. Ça fait partie. Donc je trouve que c'est juste avant de te terminer par les 4 questions éclatantes, pour terminer en éclat de voix. Moi, je te suis donc sur Instagram et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à te suivre parce que tu es vraiment très inspirante. Effectivement, tu écris des textes qui sont magnifiques, des messages aussi très impactants. Et merci infiniment. Donc d'ailleurs, ça me touche énormément. Donc c'est Céline Afonso-Tirel. mais c'est sincère. Et mais je sais aussi que tu es sur un projet de livre. Déjà, je voulais te féliciter d'être sur voilà, c'est pas rien quand même comme projet. Et je voulais juste savoir si ce projet littéraire, il était basé sur l'hypersensibilité ou pas du tout. Absolument. Et je m'en cache pas parce que au début, je me disais oui, tu es en plein dans le mille, bravo. C'est vrai que au début, je me suis dit est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas et puis je me suis dit si en fait parce que c'est exactement comme l'entrepreneuriat en fait, il y a pas 2 personnes différentes, donc il y a pas 2 approches différentes et je suis convaincue que tout le monde a apporté quelque chose. Si quelqu'un s'empare du sujet de l'entrepreneuriat hypersensible et a envie d'en faire un livre et que ça sort avant moi, ce qui est fort probable vu que j'ai décidé de prendre mon temps, et ben c'est pas grave, au contraire tant mieux parce que je pense que c'est vraiment un sujet riche et il y a plein de choses à dire dessus. Donc oui, tout à fait, c'est pour ça que effectivement ce compte Instagram est la première pierre ou une des petites graines plantées et qu'il y a tout plein d'autres choses en fait qui vont venir en parallèle de ça et donc oui, ce projet littéraire appartient à cette globalité, même si mon rêve c'est effectivement d'écrire des romans, mais disons que ça peut-être que je me l'autoriserai dans un deuxième temps. Déjà ça c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, donc voilà, si j'arrive bientôt au bout de ça, je serai fière. Je serai contente, j'espère aider plein de gens avec. Ouais, bah tu pourras. C'est vrai que c'est un projet littéraire, c'est pas rien. Ça demande beaucoup d'investissement et donc bravo pour cette initiative. Merci beaucoup Vanessa. Alors j'ai pas de jingle, mais on va commencer les 4 questions éclatantes. Alors tu es prête? Donc il y a 4. Je sais que la première question c'est pas la plus simple. Donc je l'ai un peu simplifiée du coup. Ok. Tu choisiras l'option que tu préfères. Ça marche. Voilà. Donc si tu pouvais définir soit en une phrase ou soit en un mot, le sens que tu donnes à ta vie aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi, cette phrase ou ce mot? Donc plutôt un mot, c'est ça que... Alors, je pense que je vais plutôt choisir un mot, même si c'est extrêmement difficile. Le sens que je donne à ma vie, c'est ça. C'est extrêmement difficile. J'essaye de pas y réfléchir avant. Yes. Aujourd'hui, eh ben, écoute, je pense que je vais pas aller chercher loin. Je pense que le mot sensibilité, c'est profondément mon chemin de vie en fait pour l'instant. Quand je regarde en arrière et quand je regarde en face de moi aussi, droit devant, ouais, ça me va bien. Ok, sensibilité, super. Bah, en même temps, ça rejoint notre sujet. La thématique. Oui, de notre c'est peut-être le fil conducteur. Exactement. Alors la deuxième question, c'est as-tu un ou plusieurs plaisirs simples, voire secrets si tu veux, que tu aimerais nous partager, nous dévoiler, qui participent aujourd'hui à ton bonheur? Oui, tout à fait. Alors, ils sont pas forcément secrets, mais c'est des choses vraiment très très simples.
Bon, alors très très simple. Je vais commencer par quelque chose que tu connais effectivement. J'aime effectivement écrire beaucoup, mais en fait j'écris tout le temps. Si tu veux la partie qu'on voit sur Instagram ou sur alors mon blog, je l'ai un petit peu laissé à l'abandon, le pauvre. Mais j'écris tout le temps. Et depuis que je suis toute petite, si tu veux, j'avais plein de carnets de poèmes, de poésie, je faisais même des bandes dessinées. Enfin voilà. Et en fait, encore une fois, je me demande toujours si c'est pas le mode d'expression que j'ai privilégié parce que c'était fixe et que c'était pas des idées qui bougeaient dans tous les sens et où il y en avait d'autres qui naissaient, etc. Et que du coup, ça devenait un petit peu bordélique. Donc, l'écriture, ça me rend heureuse. Je crois beaucoup à l'écriture thérapeutique aussi. J'explore ça. Et puis après, je pense que, pardon, mais c'est banal, mais j'adore voir mes enfants rire. J'adore les voir rire ensemble, je pense qu'il y a peu d'émotions aussi positives que je peux ressentir que en regardant mes deux petits bouts. Alors si en plus ils se fendent la poire ensemble, c'est encore mieux. Et je pense que j'ai de la chance pour ça parce que ça arrive souvent. En fait, ils rigolent beaucoup ensemble et malgré tout, tu vois, ça fait 1 an qu'on est confinés. Eux, ça les a beaucoup rapprochés. Ils sont frères et sœurs, ils ont presque 4 ans d'écart, mais ils sont hyper proches. Et ça me remplit de bonheur. C'est indicible. Non, c'est joli aussi. C'est vrai que le rire des enfants, ça nous met en joie automatiquement. Quand c'est vraiment les rires... Qui vient du fond du ventre. On rit plus souvent comme c'est ça. Ça vient du fond du ventre. Tu sais, c'est incontrôlable. Ils n'arrivent plus à se retenir. Ils ont la bouche grande ouverte. Et puis t'as l'autre qui rigole et puis l'autre qui se remarre par-dessus. Enfin, je trouve ça juste tellement spontané, tellement pur, en fait. Le rire des enfants, c'est trop beau. Moi, j'adore. J'adore. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. J'adore aussi. La 3e question, selon toi, quelles sont tes 3 forces dominantes ? Alors ça, c'est vraiment pas facile comme question. Encore une fois, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Je pense que l'empathie, qui a été une faiblesse par le passé, est aujourd'hui une force. Je pense que je vais utiliser des termes, mais en fait, je pourrais en utiliser d'autres, mais je recoupe avec tout ce qu'on a dit. La bienveillance, c'est une force. Pourquoi ? Parce que ça commence aussi par soi. Alors, je suis désolée, j'ai mon chien du coup qui veut venir dans le podcast. J'entends le chien. Oui, il est dehors parce que sinon il aboie et ça fait trop. Il veut venir faire un petit coucou. C'est ça. Donc la bienveillance en fait. Et on me dit souvent, au tout début, on me disait beaucoup oui, la bienveillance, etc. Mais attention, tu vas te laisser manger par les autres. Je te vois, parfois t'es trop sympa. Et ça, on me le dit plus aujourd'hui parce qu'en fait, je pense que la plupart, en tout cas dans mon entourage, ils ont compris que la bienveillance, pour moi, mais en fait pour tout le monde, ça devrait être le cas, ça commence par soi. Parce que il faut que vous preniez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et en fait, ça fait sens. Et quand on est hypersensible, c'est encore plus vrai parce que oui, potentiellement, on est plus exposé au burn-out, on est plus exposé à la dépression, à tout un tas tous ces sujets. Et en fait, depuis que je fais vraiment attention, que je pose mes limites, donc que je fais preuve de bienveillance envers moi-même et non plus de violence, parce que ça a été le cas par le passé, du coup, eh bien, je suis beaucoup plus aidante pour les autres, je suis beaucoup plus disponible et tout va beaucoup mieux. Donc la bienveillance, c'est vraiment une force quand elle est bien utilisée. Et ma 3e force, c'est vraiment pas facile, donc c'est une force, vraiment. Ma 3e force, ça va être peut-être... Ouais. Alors, je sais pas si c'est une force, mais disons que aujourd'hui, je me rends compte qu'elle me sert comme une force. C'est-à-dire que... alors, je connais le terme multipotentialité, mais c'est pas un terme que j'ai assez exploré pour savoir si c'est ça ou pas. Moi, j'aime bien dire multipassionné. Et ça, pareil, ça a été quelque chose qui a été vraiment une contrainte par le passé, où justement, je pouvais avoir un aspect pas girouette, mais tu sais, qui allait scanner un sujet et puis passer à un autre très vite, et encore un autre, etc., qui voulait tout le temps aussi cette espèce d'envie d'apprendre, tu sais, l'envie de connaître, la curiosité, etc., insatiable. Ça m'a souvent été reproché, ou en tout cas, on m'a fait sentir que c'était pas forcément une qualité et qu'il fallait plutôt que j'emprunte un couloir et que je reste dans ce petit couloir-là. Mais
Mais en fait, aujourd'hui, cette multipotentialité, c'est ce qui me permet de pouvoir mener les projets que je veux et qui me permettent d'aider d'autres personnes. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment une force aujourd'hui et j'ai accepté ça. J'ai accepté le fait de ne pas être que community manager, ne pas être par exemple, j'aurais pu être que graphiste à une époque, j'aurais pu être que rédactrice web, j'aurais pu être que référenceuse SEO, que publicitaire, que tout un tas de choses, coach, j'en sais rien, enfin je dis n'importe quoi, mais non, en fait, il y a aussi un récit de la société qui veut nous faire entrer dans une case et pas une autre, ou alors à grande limite en cumuler deux, mais voilà, pas trop non plus. Mais en fait, on se réinvente tout le temps, on évolue, on est tellement de choses en fait que voilà, je parle. C'est un peu l'esprit, enfin, tu sais, on parle souvent de slasher, exactement. De slasher ou de slasheuse, ça serait un peu l'idée aussi. Ça rejoindrait. Oui, alors plus que ça en fait, tu vois, parce que même ça, je me dis, c'est un truc limitant, parce que justement, il y a un slash, tu sais, qui sépare. Et moi, je suis aujourd'hui, je sais pas, ça me correspond pas encore parce que c'est mélangé. C'est mélangé. Tout est vraiment imbriqué. Il y a du sens en fait. Il y a du sens dans ces imbrications, dans le fait que tout se mêle et que même des communautés gravitent d'un secteur à un autre, etc., d'un projet à un autre. Si tu veux, ce qui se passe moi dans ma vie aujourd'hui, c'est que je travaille avec des agences de com qui me font travailler pour leurs clients, mais à qui aussi j'apporte des missions, et puis qui tout à coup en fait travaillent bénévolement avec moi sur d'autres projets, et en fait on se rencontre sur d'autres sujets, politique ou pas, engagé ou pas, bénévole, machin. Enfin, ça marche dans les deux sens. Des fois, c'est ça qui est rigolo. Et puis, ça se voit aussi beaucoup dans le monde du freelancing. Tu sais, il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est que tout le monde s'inspire les uns des autres. Tout le monde peut faire bénéficier de son talent aux autres. Et c'est comme ça, je pense qu'on va tous se porter vers le haut. Donc, avec les projets, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Tout est un peu imbriqué et pas scindé et, comment dire, décortiquer les uns des autres en fait, décorréler les uns des autres plutôt. C'était pas le bon mot. Désolée. Ouais, séparer. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ok. Et comme tu dis, tout ça fait sens. Donc pour le coup, ça va dans le sens. Exactement. On va jouer l'équilibre. Exactement. Alors, tu nous as parlé tout au long du podcast du livre d'Hélène Aron. Donc je vais le mettre en indication dans les notes du podcast. Ah, il y en a un autre. Et justement, la dernière question, en fait, c'était... Ah bah, tu vas peut-être nous le dire. Parce qu'en fait, la dernière question donc, des 4 questions éclatantes, c'est: est-ce que tu as un livre, un film, une chanson ou une citation ou autre chose que tu aimerais nous partager et qui te suit ou qui a été important dans ta vie? Et alors là, tu vois, je pense qu'on est arrivé à la question à laquelle je ne peux pas répondre. J'ai essayé de faire preuve d'esprit de synthèse et de me contraindre jusqu'ici, mais là, pour moi, cette question, elle est équivalente à qui vous inspire. Je sais jamais y répondre. Je sais jamais parce que, et c'est pas par manque d'idées, c'est tout l'inverse, hein. C'est qu'il y en a tellement. Et du coup, c'est très, très difficile pour moi parce que, peut-être que je vais en citer un, et alors je suis sûre que c'est pas du tout celui auquel tu t'attends. En plus, c'est quelque chose d'assez noir, donc c'est pas forcément quelque chose qui rappelle un peu tous les genres de projets que je crée en général. Mais justement, tu sais, je sais plus qui disait ça d'ailleurs. C'est pas Victor Hugo. Il y a un poète, un écrivain illustre, vraiment très connu, qui justement, si c'est peut-être non. Je crois que c'est Orson Welles, il me semble. Bon, bref, qui disait on a besoin effectivement de parfois se plonger dans l'ombre pour faire naître la lumière ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour dire qu'il fallait d'abord explorer ça. Même si c'est désagréable, même si personne n'aime se confronter à sa part d'ombre, pourtant on en a tous. On est tous humains, donc personne n'est tout blanc, c'est impossible. Mais on a tous besoin de se confronter à ça pour justement faire naître du beau, du juste, du mieux. Et donc du coup, moi, il y a un livre qui a beaucoup résonné en moi et que je relis de temps en temps parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'un peu philosophique et initiatique, donc faut le lire et puis faut le relire, faut se replonger dedans parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est Le Loup des Steppes. Le Loup des Steppes, et alors attends, parce que je voudrais pas dire n'importe quoi. Le Loup des Steppes, mince.
Hop, voilà, c'est de Hermann Hesse. Donc je me serais trompée sur le. Attention, je me serais trompée sur le prénom, tu vois. Donc oui, après il y a plein de citations, il y a plein de choses qui m'inspirent énormément. Et d'ailleurs, quand je publierai mon livre, je l'espère bientôt. Mais quand le jour où ça arrivera, je saurais jamais. Tu sais, au début, les auteurs ils mettent des petites citations inspirantes, etc. Mais oh là là, moi je sais pas si je ferais ça parce qu'il faudrait que j'en mette 100 tellement il y en a. Mais sinon, l'autre livre qui je pense va inspirer. Hop, j'arrive tout de suite. Hop là. Des personnes qui seraient hypersensibles. Et là, merci, c'est Martine, une de mes abonnées, qui me l'a recommandé. Donc, quand je vous dis que mes abonnés m'inspirent, c'est tellement vrai. C'est de Daniel Goleman et c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, moi, je termine le tome 1, mais il y en a d'autres. Ouais. Et en fait, je pense que c'est comme le livre de Helen Aron, c'est vraiment une bible pour comprendre justement toutes... Alors, est-ce qu'on peut parler d'intelligence émotionnelle ? En tout cas, cette fibre sensible et émotionnelle qui permet de faire plein de choses. Et oui, et d'ailleurs, dans le livre-là, pour l'avoir vu, je pense que c'est plus dans le tome 2 où il parle justement, quand on parlait tout à l'heure de l'activité professionnelle, que juste les compétences émotionnelles devraient être davantage mises en avant que les compétences techniques. Oui, tout à fait raison. Ouais, non, c'est vrai que c'est un super génial. Ben écoute, merci beaucoup Céline, merci vraiment à toi d'avoir partagé ce temps avec moi. Infiniment. Je t'ai pas posé toutes les questions. J'en suis navrée, mais voilà, pour le temps d'écoute, que ça soit. Alors je tiens à m'excuser. C'est vrai que je t'ai laissé beaucoup parler parce qu'on a un temps de décalage. Donc, je voulais vraiment que tes propos soient hyper entendu. Enfin voilà, je voulais vraiment que tu prennes, que je te coupe pas et qu'il y ait un décalage dans ton élan. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été laissée. Mais je laisse souvent mes invités parler parce que je suis absorbée par ce qu'ils disent et je voulais terminer aussi pour préciser aux auditeurs ou aux auditrices que il y a un petit décalage et donc voilà, je m'en excuse si jamais vous l'avez entendu. Donc merci beaucoup Céline et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en vrai, un de ces quatre, quand je viendrai peut-être sur merci Bordeaux, infiniment. faire un petit coucou. Avec grand plaisir. Alors là, oui, avec grand plaisir. Et si en plus, ce serait pour fêter l'ouverture des restaurants et des cafés, alors là, avec grand plaisir, Vanessa. Mais merci à toi infiniment pour tes questions pertinentes, pour m'avoir permis de partager ce que je sais à ce sujet. Et j'espère que ça pourra en aider certains. Mais voilà, merci infiniment pour ce que tu inities. Je sais que c'est beaucoup de travail derrière et je t'en félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.